Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons Crime. J'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui, donc on va commencer la vidéo dès maintenant. Merci. Donc, je vous amène le 3 août 2019 vers 10h38 du matin au Walmart situé à El Paso, au Texas. Il y a un jeune homme qui entre armé d'un fusil semi-automatique puis qui tire sur tous les gens qui sont présents là, ce matin-là au Walmart. When the caller first advised me that it was going to be, in fact, an active shooter, I have to say I did take possibly a second to pause. It didn't really register. I didn't really believe that something that atrocious could happen in our community. After that, of course, instincts kicked in, created the call, requested information on the shooter. I was lucky enough that she had a visual. So right away we were able to get that information out to our units. They only told me it's at the Walmart, it's an active shooter, we have an active shooter, you need to send somebody, there's an active shooter. And in my mind I was like, okay, I don't think she realizes what an active shooter is. In my mind, just still trying to process, trying to downgrade, thinking this is not what's happening. And then I heard the rapid gunfire in the background. So at that moment I was like, okay, that is what is happening. We now have an active shooter. I need to help. So I was able to speak to her in a manner that made her calm down enough to give me the location, because we have several Walmarts in El Paso, to give me the subject description, ethnicity, what he's wearing, including the weapons that he was using while she's witnessing him creating more victims. L'homme en question se nomme Patrick Wood Crusius, né le 27 juillet 1998 au Texas. Il avait 21 ans au moment des faits, puis il était connu là, pour avoir vécu dans la maison de sa famille à Allen, au Texas, dans la métropole de Dallas-Fort Worth, à environ 650 miles d'El Paso, où la tragédie a eu lieu. Patrick a eu son diplôme en 2017 au Plano Senior High School, puis il a été inscrit au Collin College de 2017 jusqu'au printemps 2019. Donc, Patrick avait un profil LinkedIn, je sais pas trop, j'utilise pas ça, je sais pas trop comment ça se dit, où il y avait un profil qui était inscrit, et je cite, c'est exactement ça qui est inscrit sur son profil, là. Il dit « Je ne suis pas vraiment motivé à faire plus que ce qui est nécessaire pour survivre. Travailler en général, c'est pénible, mais je suppose qu'une carrière dans le développement logiciel me convient bien. Je passe environ 8 heures par jour sur l'ordinateur, donc cela compte pour mon expérience technologique, je suppose. » Puis, sous la section activités, il a écrit « Je ne participe pas vraiment aux activités extrascolaires par manque de liberté. » Daniel Heo, je crois, en tout cas, peu importe. Daniel, un ami de Patrick qui se connaissait depuis l'école primaire, puis au lycée, ils jouaient ensemble là, pendant les récréations. C'était des bons amis, tu sais, ils s'entendaient bien. Puis quand que Daniel il a revu Patrick des années plus tard dans le lycée de Frisco, il a trouvé que Patrick avait quand même assez changé. Il était devenu beaucoup solitaire, très antisocial, il marchait toujours seul, puis il trouvait qu'il avait pas l'air d'avoir vraiment d'amis, là. Donc, la veille de la tragédie, le 2 août 2019, vers minuit environ, Patrick a quitté la maison de ses grands-parents qui est située à Allen, au Texas. Durant toute la nuit, il a parcouru 1050 kilomètres jusqu'à El Paso, au Texas. Il s'est arrêté 2 fois pour faire le plein de sa voiture puis acheter des boissons énergisantes. Donc, le lendemain matin, le 3 août 2019, Patrick est finalement arrivé à El Paso vers 8 heures. Pendant environ 1 heure, il a parcouru avec sa voiture dans El Paso sans cible précise. Il s'est également arrêté dans une pizzeria, mais il est reparti parce qu'elle était fermée. Il est arrivé au Walmart près du centre commercial Cielo Vista à l'est d'El Paso vers 9 heures environ. Il est entré dans le magasin, puis il a marché pendant environ 30 minutes pour effectuer une reconnaissance des lieux. Ensuite, il est retourné à sa voiture, puis il a attendu quelques minutes avant de retourner à l'intérieur pour acheter
un paquet d'oranges. Il a mangé ses oranges sur place avant de retourner à sa voiture encore une fois. Puis à 10h15, il était assis dans sa voiture. Patrick a ouvert son ordinateur portable. Il s'est connecté au forum 8chan. Puis il a lancé un fil de discussion qui était intitulé C'est l'heure. Accompagné d'un texte, il a accidentellement téléchargé le PDF d'une lettre disciplinaire envoyée par son université pour avoir assisté à un cours là, en état d'ivresse. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Puis 5 minutes plus tard, il a publié une réponse dans le fil de discussion, puis il a téléchargé le PDF d'un manifeste qu'il avait écrit là, avant de faire ce qu'il s'apprêtait à faire. Donc, il y a beaucoup de monde qui l'ont vu en ligne, son livre, son manifeste qu'il a écrit. À 10h37, Patrick se dirige vers l'arrière de sa voiture pour s'équiper de son fusil semi-automatique. Il le sort du coffre, puis 1 minute plus tard, il referme le coffre de sa voiture et commence à ouvrir le feu. Patrick a d'abord tué une femme qui poussait un panier là, dans le parking avant de tuer plusieurs autres personnes qui se trouvaient à proximité. Lors de cette première fusillade à l'extérieur, Patrick a tué 3 personnes, dont un homme là, qui a succombé à ses blessures environ 8 mois plus tard. Il y en a blessé aussi 6 autres qui n'ont pas succombé à leurs blessures, là, qui ont survécu. Warn our viewers that this video is incredibly disturbing and shows injured people laying on the ground outside the Walmart. Un herido, tenemos un herido por aquí, señoras, tirado aquí afuera en la vendimia que tenían los de la escuela, un señor herido. ¡Ay, no! Le gérant du magasin, il a vu Patrick tirer à l'extérieur avant d'entrer dans le magasin qui était bondé de gens. Il a lancé un code Brown qui désigne un tireur actif en ses employés qui ont commencé à aider les clients à évacuer le magasin ou à se cacher. Il y avait environ 3000 personnes qui se trouvaient dans le centre commercial à ce moment-là. Il y a de nombreux clients et employés qui ont fui vers les magasins qui étaient tout près ou qui se sont cachés sous des tables ou dans des conteneurs situés derrière le bâtiment. À 10h39, 1 minute depuis le début des tirs, Patrick est finalement entré dans le Walmart. En entrant, il a abattu un homme âgé qui tentait de s'enfuir, puis ensuite il s'est dirigé vers sa droite. Il a longé la façade du magasin, puis il tirait sur les passants. Il s'est ensuite dirigé vers une banque à proximité là, qui se trouvait à l'extérieur du magasin, puis il a tiré plusieurs personnes qui se trouvaient dans le hall. Il a tué 9 personnes en tout durant ce moment-là. Patrick s'en allait ensuite tirer sur les personnes situées aux caisses, ce qui a fait en sorte qu'il a tué un autre total de 9 personnes, puis il en a blessé 15 autres à l'intérieur du Walmart. Tout ça en seulement 3 minutes. Patrick, il va finalement quitter le bâtiment, mais il va quand même ouvrir encore une fois le feu sur une voiture en mouvement sur le parking. Il va tuer l'homme qui était dans le véhicule, puis il va blesser la femme dans le véhicule. Sans tirer sur personne d'autre, Patrick il va retourner à sa voiture, toujours armé de son semi-automatique. Les premiers secours sont arrivés dans les 6 minutes suivant l'appel initial au 911. La police d'El Paso, les Texas Rangers et les ambulanciers se sont rendus sur les lieux. Puis ensuite, il y a le FBI et l'ATF qui se sont présentés. Après la fusillade, Patrick s'est rendu à l'intersection de Sunmount puis de Viscount. Puis, arrivé là, il s'est arrêté sur la voie de gauche. Il est sorti de sa voiture, les mains en l'air. Puis, il s'est présenté comme le tireur au Texas Ranger et à un policier d'El Paso. Il a ensuite été arrêté.
et conduit au poste de police. Lors du premier interrogatoire de Patrick, il a déclaré aux enquêteurs avoir ciblé des Mexicains selon une déclaration sous serment relative. Patrick a également reçu un diagnostic de troubles schizoaffectifs, puis il s'est aussi inscrit sur la liste électorale en 2016 comme républicain, puis il possédait un compte Twitter depuis 2017 sur lequel il figurait une photo de Donald Trump dans le bureau ovale. Il y avait également un sondage pro-Trump incluant des réponses telles que Build the Wall, No Sanctuary Cities, Keep Git Open and Ban Syrian Refugees. Je vais toutes les écrire, je suis pas une professionnelle de l'anglais, mais je vais toutes les écrire en les disant, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Cette fusillade-là, elle a été décrite comme l'attaque anti-latino la plus meurtrière de l'histoire récente des États-Unis, faisant 23 morts et 22 blessés. 20 victimes ont été déclarées mortes sur place. Une autre est décédée malheureusement le lendemain de l'incident. Une autre 2 jours plus tard, puis la troisième personne est morte 8 mois plus tard, le 26 avril 2020. Parmi les victimes se figuraient 13 Américains, 8 Mexicains et un Allemand. Je vais vous mettre la liste des victimes durant ce passage-là. Ça fait beaucoup de noms à nommer. Je suis pas sûre des noms de famille, donc j'aime mieux vous les écrire. Les âges vont de 90 ans à 15 ans. Il y a 13 victimes qui ont été amenées au centre médical universitaire d'El Paso, puis il y a 11 autres au centre médical d'El Sol. Il y avait 2 enfants âgés de 2 et 9 ans qui ont été transférés à l'hôpital pour enfants d'El Paso après que leur état se soit stabilisé, heureusement. Patrick a renoncé à ses droits à Miranda, puis il a avoué aux enquêteurs être le tireur, puis il a admis avoir ciblé des Mexicains lors de l'attaque. Il y a de nombreuses enquêtes et juridictions qui ont été impliquées dans cette affaire-là. Les agents du FBI à El Paso ils ont exécuté plusieurs mandats d'arrêt dans la région de Dallas, puis ils ont interrogé les connaissances de Patrick. Les autorités ont déclaré enquêter pour déterminer si la fusillade était un crime haineux. Le manifeste qui a été diffusé en ligne peu de temps avant la fusillade exprimait sa haine envers les Hispaniques puis prévoyait un plan pour une attaque meurtrière contre la communauté hispanique aux États-Unis. Là. Donc, tout ça était comme prévu. La police elle a déclaré avoir le manifeste en main, puis s'efforcer de vérifier si le suspect en est l'auteur. C'est lui qui l'a publié, donc clairement, il en est l'auteur. Les autorités fédérales y enquêtaient également sur l'attaque, la considérant comme un possible cas de terrorisme intérieur. Pendant sa garde à vue, Patrick s'est montré froid dans ses interactions avec la police. Il s'est aussi montré quand même coopératif, bien qu'il ait manifesté aucun remords, mais il semblait quand même être en état de choc puis de confusion là, au moment de son arrestation. Le ministère de la Justice va traiter cette fusillade comme une affaire de terrorisme intérieur puis il envisage sérieusement de porter des accusations fédérales pour crimes de haine et port d'armes à feu, qui sont tous les deux passibles de la peine de mort. Patrick est donc inculpé puis il fait face à 23 chefs d'accusation de crimes haineux ayant entraîné la mort, 23 chefs d'accusation d'utilisation d'une arme à feu pour commettre un meurtre pendant et en relation avec un crime violent, 22 chefs d'accusation de crimes haineux impliquant une tentative de meurtre et 22 chefs d'accusation d'utilisation d'une arme à feu et en relation avec un crime violent. Donc, le 10 octobre 2019, Patrick Crusius va plaider non coupable, contredisant les aveux qu'il avait faits là, après la fusillade. En juillet 2020, les avocats de Patrick ont déclaré qu'il était en état psychotique lors de son arrestation quelques minutes après la fusillade, puis qu'il souffrait là, de troubles mentaux. L'avocat de Patrick a révélé ses troubles mentaux dans une requête, puis il demandait aussi un délai supplémentaire pour enquêter sur les éléments atténuants pendant que le procureur décide de demander ou non la peine de mort pour Patrick. Dans leur requête, les avocats de Patrick ont affirmé qu'il souffrait de troubles neurologiques et mentaux qu'ils ont qualifiés de graves. Il aurait suivi un enseignement spécialisé pendant la majeure partie de sa scolarité selon la requête déposée.
Patrick aurait reçu un traitement antipsychotique après son arrestation, là, en lien avec la fusillade, bien évidemment. La requête, elle a été finalement acceptée là, par la Cour. En octobre 2022, il y a un juge qui a déclaré qu'il attendait de voir si les procureurs fédéraux décideraient de donner ou non la peine de mort dans le cas de Patrick avant de commencer un procès. Le juge Medrano, il a dit, et je cite, « En fonction de l'issue de la décision du gouvernement fédéral, nous serions mieux placés pour déterminer si des ordonnances de planification, un procès provisoire ou même une date de procès permanente devrait être prise du côté de l'État. » Puis finalement, en janvier 2023, on va apprendre que la peine de mort ne sera pas dans les choix pour Patrick Crusius. Dans un bref résumé d'une seule ligne, la première procureure adjointe des États-Unis, Margaret Leachman, ne fournit aucune raison pour avoir refusé la peine de mort à Patrick. Le 8 février 2023, Patrick Wood Crusius, 24 ans, a finalement plaidé coupable à 90 chefs d'accusation. Vous allez voir, il y en a beaucoup plus, mais il y en a qui ont plaidé genre non coupable. Il y en a 45 pour violation de la loi Matthew Shepard et James Board Jr. sur la prévention des crimes haineux et 45 pour usage d'une arme à feu pendant et en relation avec des crimes violents. Ça, c'est pourquoi il a plaidé coupable. Pour ce qu'il n'a pas plaidé coupable, il a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour chaque chef d'accusation. Il a également été condamné pour 22 chefs d'accusation de crimes haineux ayant causé des blessures corporelles et des tentatives de meurtre, dont 22 personnes blessées lors de la fusillade. Il a aussi été condamné pour 45 infractions liées aux armes à feu, dont 23 chefs d'accusation pour usage d'une arme à feu lors d'un crime fédéral de violence ayant entraîné la mort, et 22 chefs d'accusation pour usage d'une arme à feu lors d'un crime fédéral de violence. Donc, Patrick Crusius sera condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il est présentement incarcéré à la prison Louis C. Powledge Unit. Donc, voilà pour cette histoire. C'est une histoire assez récente, là, quand même. Moi, j'en reviens toujours pas qu'il y ait des tueries de masse comme ça encore de nos jours. C'est très mal géré aux États-Unis. Puis je trouve qu'ils devraient faire une loi plus stricte vis-à-vis les ports d'armes à feu là-bas. On l'a vu avec beaucoup de tueries d'écoles. Il y a eu plusieurs autres tueries dans des bars de racisme, d'homophobie. C'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus regardé de près, puis que c'est pas n'importe qui devrait pouvoir avoir un fusil. Mais bon, c'est comme ça, puis j'ai eu des doutes que ça change avant beaucoup de temps. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, puis on se revoit là, la semaine prochaine. Merci, bye bye.